Et du coup, tu as parlé de fondation personnelle. Est-ce que tu peux approfondir? C'est quoi les fondations personnelles et sur quoi, en tant qu'être humain individu, on se repose réellement? Là, si je te questionnais et si je te demandais, par exemple, de m'indiquer de quelle manière tu perçois la vie, dans le projet de ton podcast, quelle est ta stratégie, qu'est-ce que tu es en train de développer, qui est-ce que tu veux toucher. Tu vas m'indiquer un certain nombre de choses. Et par rapport à la manière dont tu vas me parler, à un moment donné, moi, je vais te proposer peut-être d'imaginer les choses différemment. Et ce que je vais te permettre, peut-être, c'est de te poser des questions que tu n'as pas l'habitude de te poser sur ta manière de fonctionner. Et ça, très rapidement, on va pouvoir le remettre en lien avec ton enfance. Ok, Donc les fondations, c'est tout ce que tu vas mettre en place pendant ton enfance. ok. De quelle manière tu vas grandir et dans la manière dont tu vas grandir, quel type de lien, par exemple, tu vas développer au niveau émotionnel, au niveau de ce qu'on appelle le lien d'attachement. Si tu as été éduqué, si tu as grandi dans une famille où tes parents étaient là, tout le temps présents, et que tes parents répondaient à l'ensemble de tes besoins, tu as peut-être un profil qui est un profil sécure, Ok. selon la théorie de John Bowlby. Donc, un enfant sécure, c'est un enfant qui n'a pas de difficulté à tester les environnements. Ok. Il est curieux, il teste. Des fois, ça se passe bien, des fois, ça se passe moins bien. Et quand ça se passe moins bien, hop, il revient Bien. vers ce qu'on appelle sa figure d'attachement. Souvent, c'est la maman. Et la maman va lui dire, bien là, dans ce que tu viens de faire, tu vois, peut-être que tu pourrais le faire différemment. Donc, ce que je te propose, c'est de t'expliquer ce que tu viens de faire et de retester. Donc, en fait, cet enfant, il est en train de construire quoi en termes de croyances dans la vie. Plus je teste, plus j'apprends et plus je développe de la confiance. Ok. À l'inverse, si tu as été dans un environnement familial, tu as grandi avec des parents qui étaient moins présents, moins cohérents, et des fois tu testais des choses et puis les remarques qu'on te faisait n'étaient peut-être pas les bonnes. On venait impacter quoi? Ta confiance en soi, ton estime de soi, peut-être même l'image qu'on te renvoyait de toi qui n'était peut-être pas la bonne. On pourrait te dire, tu vois, tu fais que des bêtises, ou alors tu comprends rien, tu fais que les choses pas bien, ou alors tu es à l'école primaire, un jour tu passes au tableau, tu fais un exercice de mathématiques, et puis ton instituteur te moque et l'ensemble de tes camarades te moquent. Ok. Peut-être que le lendemain, tu n'as plus envie d'aller à l'école. Et là, tu vas développer un profil plutôt insécure. Profil insécure, c'est tester des choses, c'est pas forcément la bonne idée. Parce que je risque d'être impacté par les autres, et dans ce que les autres vont me renvoyer de moi, ça ne va pas me sécuriser. Ok. Donc les fondations, c'est ça. Dans quel environnement tu as grandi en fait. Il y a d'autres profils, un profil évitant, tu as des profils désorganisés. Donc en fait, on va retrouver dans l'enfance, par le questionnement, très rapidement, de quelle manière, au niveau psychologique notamment, et émotionnel, l'enfant s'est construit. Parce que cette construction qui se passe pendant l'enfance, par exemple, il faut savoir que le lien d'évitement, le lien d'attachement que je viens de te décrire, se construit les premiers jours et va se cristalliser pratiquement entre 12 et 18 mois. Ok. Donc on sait qu'à 18 mois, un profil sécure ou insécure va te suivre toute ta vie. D'accord. Donc ça commence aussitôt. Ah oui, tout de suite. D'accord. Parce que moi, j'avais l'impression que ça commençait un peu, qu'on avait un peu plus conscience des choses. Non. Non, c'est dès le départ. Ah oui. La conscience, elle se développe dans ton cerveau plus tard. Ok. Mais quand tu as 1 an et demi ou 2 ans, hier j'étais en coaching voilà, avec une dame, et elle a un garçon de 20 mois qui bouge beaucoup, qui teste beaucoup de choses dans ses environnements, mais qui est dans un environnement familial qui n'est pas forcément sécure. Ok. Elle est séparée du papa, elle a une stratégie elle, d'éducation, le papa On a en a une une autre. autre, et donc l'enfant en fait il est Donc, voilà, basculé d'un environnement à l'autre. D'un côté on lui autorise des choses, de l'autre on lui interdit inversement. Donc cet enfant en fait il ne sait pas. Ok. Elle me dit, voilà, il est perturbé, il a beaucoup de difficultés à tenir en place. Moi, je lui dis, l'enfant, en fait, c'est pas contre toi qu'il en a. Quand il est en réaction de cette manière, ce qu'il essaie de faire, lui, c'est de trouver des solutions. Donc, au travers de tous les comportements qu'il utilise et qu'il te sollicite, même quand ça ne te plaît pas, parce que des fois, tu es fatigué, des fois, tu n'es pas forcément à l'écoute comme tu devrais être, ce qu'il fait, lui, c'est juste essayer d'obtenir des réponses. Ok. Et avec moi, qu'est-ce qu'il fait? Il teste. Il se construit, il teste. Et en se testant, il teste ce qui est autorisé et ce qui ne l'est pas. Et donc, quand chez sa mère, on lui autorise des choses et que chez son père, on ne lui autorise pas, et que de la même manière, à Inversement. l'inverse, il se passe les choses contraires,
L'enfant, il ne sait plus où il habite. Ouais. Donc très rapidement, ça peut faire un enfant qui est perturbé, qui ne comprend pas en fait ce qui est en train de se passer. Sauf qu'avec moi, il ne s'exprime pas par la parole encore. Oui. Oui, bah oui. Donc il vit tout émotionnellement. Je vis des expériences, on me refuse quelque chose, je pleure par exemple. Ouais. Donc pleurer, c'est relié à une émotion qui peut être de colère ou de tristesse. Donc ça veut dire qu'au niveau de son système nerveux, par les émotions qu'il est en train de produire, il est en train déjà d'impacter sa psychologie. Ok. Et c'était la question que tu m'avais posée peut-être au début, c'est l'importance notamment des émotions et de la régulation émotionnelle dans le système. Parce que le corps humain, c'est un système. Mais les émotions sont partout, tout le temps. Tout le temps. En ce moment-là, on est dans des états émotionnels. Oui, tout à fait. Et c'est incroyable parce que, en fait, je me rends compte encore plus du pouvoir des émotions au final. Elles nous construisent quelque part. Complètement. Mais du coup, tu parles beaucoup de régulation émotionnelle parce qu'en fait, j'ai eu l'impression que les émotions sont banalisées déjà. Et en fait, tu sais, il y a des gens qui sont hyper émotifs, hyper sensibles, ce genre de choses. À quel point on peut user de la régulation émotionnelle? Par exemple, si je suis hypersensible, comment je peux avoir déjà conscience de ça et aussi le réguler? Comment tu te sens là? Je me sens bien. Tu te sens bien? Ouais. Est-ce que tu penses que tu pourrais te sentir mieux? Bien sûr, toujours. Voilà. Là, par exemple, si je te propose la chose suivante, de prendre mon inspiration, tu fais ça. Tu le fais une deuxième fois. Et tu fermes les yeux. Imagine juste là que tu commences à te sentir mieux, de mieux en mieux. Et plus tu te sens mieux, plus ton corps se relâche, plus ton corps se relaxe, plus ton corps se détend. Et pour sentir que ton corps se relâche et se détend, je te proposais de te concentrer sur ton rythme cardiaque. De reprendre une petite inspiration et de souffler. Là, tu viens de remettre le système au calme et de prendre conscience de l'état interne, donc émotionnel dans lequel tu es. Et par toi-même, tu es en train de le réguler. Tu es en train de décider, par une intention, d'être dans une émotion qui est beaucoup plus agréable. C'est incroyable. C'est fou. En même pas 30 secondes, tu reprends le contrôle. Du coup, c'est une technique, une astuce pour reprendre. Ce matin, je me lève et je mets une intention sur ma journée. On va reprendre l'exemple du début. L'intention, c'est ma journée va être belle. J'ai décidé de passer une belle journée. Mais les journées ne se passent jamais comme tu l'as prévu. Oui. Peut-être qu'en sortant du podcast, je vais croiser une personne dans la rue qui va m'agresser. D'accord ? On ne souhaite pas. Donc, il va falloir que je m'adapte. Donc, ton émotion, tu peux la construire à partir de ta psychologie. Je décide que. Okay. J'ai une représentation mentale qui m'amène un état émotionnel. Aujourd'hui, j'ai décidé d'aller à la plage. J'imagine la mer, je m'imagine les pieds dans l'eau. A priori, ça va le faire. L'émotion peut aussi arriver par le corps. C'est-à-dire que je suis en face d'une personne qui commence à m'agresser verbalement. Et là, j'ai une émotion de colère qui commence à monter. C'est parce que mon corps réagit aussi, mon système nerveux réagit. Et si je ne prends pas le contrôle de ce qui est en train de monter, très vite, je vais me sentir dépassé. Donc, il y a ce que je peux produire par mon cerveau, il y a ce que mon corps m'envoie comme information au niveau émotionnel et me dit, Thierry, ça c'est un message que je t'envoie, il va falloir que tu agisses dessus. Parce que est-ce que ton émotion est adaptée ou pas à ce que tu veux vivre? Okay. Typiquement, je croise une personne qui m'agresse, une émotion de colère pourrait arriver par un mécanisme de défense, et là, j'ai plusieurs solutions. Je suis face à une situation de stress, qui est une réaction naturelle, le stress. Mais face à une situation de stress, j'ai 3 possibilités. La fuite, si je me sens vraiment en danger. Le combat, si je pense que je peux combattre, ou verbalement ou physiquement. Ou, si la personne m'impressionne et qu'elle me rappelle peut-être une expérience de vie dans laquelle j'ai vécu quelque chose de similaire et de désagréable, me figer par rapport à ce que je suis en train de vivre. Et dans les 3 comportements que j'ai, il y a une émotion qui est en train de circuler. Des émotions qui sont en train de circuler, elles-mêmes impactées par ta capacité à bien réguler ta respiration, donc à bien réguler ton système nerveux. Ok, c'est fou.
Par exemple, tu vois, moi, quand j'ai arrêté le sport de haut niveau, je me suis mis aux arts martiaux. C'est passionnant, les arts martiaux. J'en fais depuis plus de 17 ans maintenant. Et dans les arts martiaux, ce que j'ai découvert, justement, c'est cette capacité à bien réguler tes émotions, alors même que dans le sport de haut niveau, j'avais l'impression de déjà bien le réguler. Okay. Moi, je faisais du 100 mètres. Donc, quand tu fais du 100 mètres, tu es dans ton couloir et la seule personne avec laquelle tu combats, finalement, c'est toi. Ouais. Parce que si tu commences à te concentrer sur les autres, tu es sûr que tu vas faire des fautes. Ouais, c'est sûr. Quand tu fais des arts martiaux, tu dois aussi te concentrer sur l'autre. Okay. Et tu dois être dans un travail d'anticipation permanent. Et l'autre, en permanence, va vouloir t'amener à la faute. Okay. Donc, c'est pas comme dans le sprint. Tu dois faire avec une autre personne. Donc, ta capacité à savoir anticiper ce que toi, déjà, tu es capable de faire. À anticiper ce que l'autre pourrait te faire. Et par ces techniques, où est-ce qu'il veut t'amener? Tu es dans un travail permanent, en fait, du coup, de préparation mentale, mais dans un travail permanent où tu es très à l'écoute de ce que tu es en train de te dire, très à l'écoute de ce que tu es en train de ressentir, pour ne pas faire de faute. Un sprint, ça dure 10 secondes, en gros. Tu vois, 10 secondes. Donc, 10 secondes, ça va très vite. Quand tu fais des arts martiaux, par exemple, quand tu t'entraînes, tu fais des randonnées, ce qu'on appelle des combats à l'entraînement, tu vas partir pour 5 minutes de randonnée. 5 minutes, c'est long. Il se passe beaucoup de choses en 5 minutes. Et donc, tu apprends ça, tu apprends à développer tout ça. Ok. Et tu vois, tu as parlé de... C'est un point sur lequel je vais revenir parce que pour moi, c'est très important, des expériences de vie qui nous suscitent des émotions et qui, entre guillemets, nous impactent et nous... Ça, moi, je parle de ce principe-là, que ça nous impacte tellement qu'on l'enregistre et on le garde, sans en avoir forcément conscience. Est-ce que tu peux revenir sur ça, sur l'impact qu'ont les expériences de vie et surtout, parce que je pense que beaucoup de personnes sont impactées par ça, comment s'en détacher pour pouvoir avancer? Alors, je ne sais pas si tu te souviens, mais du début, du schéma que j'ai donné au début, ouais. Mais les expériences sont le résultat, typiquement, d'un cheminement. Donc, ce que je me dis, ce que je ressens et les actions que je mets en place m'amènent à vivre des expériences. Une expérience, c'est un apprentissage. Au travers de ce que je viens de vivre, qu'est-ce que j'aimerais améliorer? Je tourne un podcast avec toi. Quand le podcast sera terminé, je vais me dire, OK, est-ce que j'ai bien répondu aux questions? Est-ce que j'ai parlé correctement? Est-ce que j'avais pas trop de tics de langage? Est-ce que je suis arrivé à exprimer clairement ce que je voulais exprimer? Je vais essayer de comprendre. Donc, il y a ce que je vais me raconter de manière imaginaire. Ensuite, je vais voir le podcast. Et là, quand je vais voir le podcast, je vais me dire... il y a beaucoup de travail, tu vois. Donc, en fait, les expériences, elles servent à ça. Okay. À te dire, dans ce que tu viens de faire, qu'est-ce que tu as fait de bien, qu'est-ce que tu pourras améliorer. On appelle ça du feedback. Ensuite, dans ce que je vais observer, dans ce que je vais me dire, je vais le faire au travers de biais cognitifs. Quand je me perçois, moi, à l'écran, j'ai une manière de me voir, au travers de mes sens, que d'autres ne voient pas. Je vais dire à une personne, t'as vu ce que j'ai dit là? T'as vu mon tic de langage? Non. Je n'ai pas entendu. C'est vrai. Hein, parce que la personne a l'habitude de m'écouter, donc pour elle, quand elle me voit à l'écran, c'est normal. C'est comme si elle me voyait dans la vraie vie. Ouais. Pour toi, ça doit faire la même chose, oui. peut-être quand tu te vois à l'écran. Oui, tu vois. Oui. Et les expériences, ça sert à ça. Donc, en fait, c'est la somme de tes expériences qui vont te rapprocher de la réalité que tu as envie de vivre. Donc, de la vision que tu as de toi quand tu te projettes dans le futur. Si aujourd'hui, ta vision, c'est moi, je veux que mon podcast, à un moment donné, bien évidemment, il décolle, qu'il soit de plus en plus vu, qu'il touche de plus en plus de personnes. Donc, tu as une vision stratégique, bien précise, une représentation bien précise de ce que tu as envie que les gens perçoivent, ressentent, parce qu'un podcast, et tout ce que tu fais toi, en plus, c'est génial. Toi, tu es vraiment sur des thématiques où, tu vois, ça embarque les gens. À chacun des podcasts que tu tournes, l'idée, je pense que tu ne m'as pas attendu pour ça, mais c'est de te dire qu'est-ce que je peux améliorer. Voilà. Et dans ce que tu peux améliorer, où effectivement, tu es dans une dynamique où tu es tout seul, à te poser les questions et à t'amener les réponses, et ça peut déjà être très bien, et tu continues à avancer, mais peut-être qu'à un moment donné, tu risques de te retrouver bloqué dans ta stratégie. Et c'est là où tu pourras avoir besoin d'un regard extérieur, qui va te permettre de mettre de la conscience, plus de conscience, sur la manière dont tu fonctionnes, sur la manière dont tu développes les stratégies, et peut-être de t'indiquer, dans ce que tu mets en place, il y a peut-être d'autres pistes, peut-être d'autres chemins qui te permettraient encore d'optimiser tout le travail que tu es en train de mettre en place.